les premiers. Ce soir, nous allons tester un format interview. L'intervieweuse Anne-Charlotte et l'interviewé Maxime. Donc, Maxime, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le présenter assez rapidement. Maxime travaille aujourd'hui dans un grand groupe de services financiers. Auparavant, il a travaillé pendant 5 ans au ministère des Finances. Il a même calculé le solde public, le fameux 3% du PIB qui a explosé depuis quelques mois. Comme ça, on pourrait croire que Maxime est quelqu'un d'assez sérieux et finalement pas très drôle. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Maxime, dans sa prime jeunesse, lorsqu'il était étudiant à Sciences Po, a été membre d'un syndicat écologiste. Et ça nous étonne moins quand on commence à le connaître un peu, parce que d'abord, il vient de Grenoble, cette ville qui est à la pointe des questions environnementales, à la pointe de tout, bien évidemment. Au-delà de la finance publique et de la finance en général, il aime la montagne, l'alpinisme. Il aimerait bien quand même pouvoir quitter Paris pour retrouver ses Alpes avec sa femme et son enfant à naître. Ce soir, Maxime nous fait l'immense honneur de nous présenter devant ce public enflammé et nombreux le budget de l'État et surtout va nous expliquer ou va nous donner les clés pour comprendre si le budget 2021 est un budget réellement vert comme le gouvernement nous l'a annoncé ou pas. Donc, Maxime, ma première question pour toi, c'est quand on parle du budget de l'État, de quoi parle-t-on ? Merci Anne-Charlotte pour cette présentation sympa et efficace et pour cette question, il faut bien dire, un peu compliquée. Donc, je vous plonge dans mes petites slides. Alors, tac, ça sera plus simple. Ok, donc, quand on parle du budget de l'État, de quoi parle-t-on? C'est une excellente question et il ne faut pas faire des confusions pour éviter de dire des bêtises. En France, on peut dépenser de l'argent public de pas mal de manières différentes. Et en gros, on met 4 catégories. Il y a l'État au sens strict, c'est-à-dire l'entité administrative qui est pilotée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Il y a de la sécurité sociale. Donc, en gros, c'est l'assurance maladie, les caisses de retraite, la Caisse nationale des allocations familiales, le régime d'assurance, d'accident du travail, des maladies professionnelles. Les collectivités locales, donc là, c'est les communes, les départements, les régions, etc. Et enfin, des établissements publics, les ODAC. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ça en tête? Parce qu'en fait, quand on regarde la dépense et les recettes publiques en France, la moitié est faite par la sécurité sociale et l'État représente un gros tiers. Mais souvent, c'est une distinction qui est perdue dans le débat public. On parle de dépenses ou de recettes de l'État et en fait, on veut dire État, Sécu, collectivité, on ne sait pas trop. Donc moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est strictement l'État, c'est-à-dire l'entité administrative qui est pilotée par Édouard Philippe et Emmanuel Macron. C'est Jean Castex, ça, le nouveau Premier ministre. Pardon, Castex. Ah, très juste. J'ai oublié. C'est un détail qui m'avait échappé. Bon. Alors, donc, de quoi on parle dans l'État? La structure de la dépense. Vous allez tout de suite comprendre le problème. Ce gros camembert représente en gros la typologie de la dépense de l'État, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui est dépensé par l'État. Il y en a plus d'un tiers qui est transféré à d'autres administrations de sécurité, d'autres administrations publiques, essentiellement la sécurité sociale et les collectivités territoriales. Il y en a un gros quart qui paye des fonctionnaires ou des agents publics et un petit quart qui paye des prestations sociales. Ça peut un peu surprendre, mais en gros, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de régimes qu'on appelle les régimes de solidarité pour lesquels en fait, l'État paye ce qui n'est pas payé par les cotisations sociales, en gros. Les régimes de typiquement la CMU ou ce genre de choses.
Donc, en fait, vous voyez, quand on parle de ça, il reste plus beaucoup de place pour le reste. Euh, les dépenses de fonctionnement, c'est 4%. L'investissement, c'est 2%. Et là-dedans, il y a pas mal de dépenses militaires. Donc, bien sûr, il n'y a pas énormément de place pour faire de la dépense environnementale. Euh, et si on regarde un peu plus dans le détail budgétaire, quand on regarde à l'échelon des missions de l'État, ça devient encore plus clair. Le graphique que je vous présente à gauche représente en fait, les principales missions de l'État. Donc, il y en a 8 qui font plus de 90% de la dépense budgétaire. Et ces 8, c'est quoi? D'abord, il y a 25% qui sont des dégrèvements et des remboursements de taxes. C'est-à-dire quand il y a une différence entre le taux que vous devriez payer en normal et le taux qui est effectivement payé, c'est une dépense budgétaire. Typiquement, la loi Pinel, le CICE, ce genre de choses. Donc, ça représente pas mal d'argent. Ensuite, on tombe dans des missions qui ont une composante de personnel très forte. Enseignement scolaire, 17%. Donc là, concrètement, c'est des fonctionnaires qu'on met devant des enfants. La- Il y a recherche enseignement supérieur juste à côté, donc des fonctionnaires qu'on met devant des jeunes adultes. Défense, des fonctionnaires qu'on habille en kaki. Sécurité, des fonctionnaires qu'on habille en bleu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui surnage? Il y a égalité territoire et logement. Donc là, on voit qu'il peut y avoir des actions économiques de construction et recherche et engagement financier de l'État. Là, c'est le remboursement de la dette. Donc, faut pas, c'est pas une vraie solution non plus. Alors, sur ce camembert, c'est une autre façon de représenter les 413 milliards que tu nous as présentés juste avant, c'est ça? Les 403,3 Oui, milliards. ouais, grosso modo, oui, même si d'un côté, enfin, ce camembert que je te présente actuellement, 463 milliards, c'est de la dépense en comptabilité nationale. Et à gauche, là, c'est la dépense budgétaire du budget général. Donc, c'est bien sûr, il y a des tas d'effets de périmètre, mais grosso modo, c'est la même chose. D'accord. Enfin, à 50 milliards près, quoi. À 50 milliards près, ouais, mais sur un budget de 463, finalement, c'est pas très grave. Voilà. Tu nous parlais des engagements financiers de l'État et notamment le remboursement de la dette. Oui. On parle beaucoup en ce moment d'explosion de la dette, on parle beaucoup du déficit public. Est-ce que c'est la même chose? C'est une excellente question et ce n'est pas du tout la même chose. Alors, avant de parler de dette, il faut parler de déficit. Et le déficit, c'est ça. C'est cette fameuse courbe. Donc, le trait en rouge, donc il s'arrête en 2015 parce que je ne voulais pas tester la profondeur de la fosse des Mariannes, mais le trait rouge, ça représente le déficit public, c'est-à-dire le déficit de la France, toutes les administrations publiques confondues. Vous voyez qu'en fait, depuis 1974, il n'a jamais été positif. Donc, depuis 1974, la France dépense plus que ce qu'elle n'encaisse en argent public chaque année. Ce que je trouve intéressant de voir aussi, c'est que depuis, en gros, les années 80, pardon, plutôt depuis les années 90, le déficit public, il est quand même très largement celui de l'État. On parle beaucoup du déficit de la sécurité sociale, mais la sécurité sociale a été en excédent pendant une certaine période, alors que l'État, il a été toujours en négatif, c'est la barre bleue dans ce graphique. Donc, le déficit public, quand on l'accumule, quand on dépense durablement plus que ce qu'on encaisse, il faut qu'on s'endette pour payer la différence. Et le résultat de ce graphique déficit public, c'est ce graphique dette publique. Ça représente le niveau d'endettement du pays, donc à nouveau toutes les administrations publiques confondues, qui est passé de l'ordre de 20% du PIB en 1978 à 96% du PIB en 2015. Et je n'ai pas vérifié les chiffres avant de venir, mais en gros, cette année, on va être autour de 110 points de PIB, compte tenu du plan de relance post-Covid. Et ça, quand on dit c'est l'État qui s'endette, comment ça se passe? C'est-à-dire comment ça se passe pour s'endetter ou comment est-ce que ça se fait que c'est l'État qui s'endette parmi les administrations publiques? Comment? Quelle est ta question? C'est comment est-ce que l'État fait pour s'endetter? Oui, exactement.
De manière assez simple, l'État émet des titres de dette comme des grosses entreprises qui sont achetées par des investisseurs, essentiellement des investisseurs institutionnels. Il n'y a plus de vente au public depuis plus d'une quinzaine d'années. Et, euh, et les investisseurs ensuite gardent ou vendent ces titres de dette. Mais grosso modo, c'est beaucoup soit des banques centrales, soit des assureurs, soit des fonds de pension qui achètent ce genre de titres. Et tu disais que pour le plan de relance, on allait passer à 110 points de PIB. Mm. Justement, alors j'ai oublié les chiffres et c'est pas très bien parce que j'ai pas très bien travaillé, mais les milliards qui ont été annoncés dans France Relance viennent de cet endettement? Euh, Alors, pas que je sais, mais est-ce qu'il y a une partie qui en, vient en de fait, ça? ils n'en viennent pas, mais ils vont s'y retrouver. Euh, D'accord. Au sens où l'endettement, c'est la conséquence de la dépense, pas l'inverse. Euh, c'est parce qu'on dépense qu'on finit par s'endetter. Euh, Après, sur les 100 milliards, enfin, tout sera dépensé, mais tout n'est pas de la nouvelle dépense, au sens où, comme on le fait à chaque fois dans ce genre de cas, comme je l'ai fait dans le passé et comme les successeurs le feront à l'avenir, il y a toujours du marketing et du repackaging. Donc, le gouvernement a annoncé 100 milliards, mais en fait, en recommuniquant sur des chiffres qui avaient déjà été présentés dans des textes financiers auparavant. D'accord. On a une question de Céline. Sur ce schéma de la dette publique, alors, qui demande comment se situent les moyennes européennes par rapport à ce schéma. Alors là-dessus, moi j'ai deux questions. On a parlé des 3%, mais est-ce qu'il y avait une limite justement sur la dette publique? Et par exemple, les Allemands, à combien ils se trouvent, les Italiens, à combien ils se trouvent par rapport à ces lignes-là? Ouais. Et les 3%, c'est quoi? C'est le déficit. Ouais. D'accord. Les 3% s'appliquent à ce graphique-là. D'accord. C'est-à-dire que la règle qui avait été fixée en Europe au moment du traité de Maastricht, c'est que les pays qui rentraient dans l'euro devaient viser un déficit public au maximum de 3% du PIB. Comme vous voyez, depuis 1991, ça n'a pas hyper bien marché. On a quand même été assez souvent en dessous de cette barre. Pourquoi est-ce qu'on avait choisi 3%? Un peu de manière arbitraire, mais c'était aussi parce que, en fait, avec une économie qu'on estimait pouvoir croître à 2% et une inflation qu'on estimait aller à 3%, 3% d'endettement avec les taux d'intérêt, etc., ça faisait que la dette était stabilisée à 60 points de PIB. Donc, en fait, le 3% visait à stabiliser les dettes publiques des États en Europe. Donc, comme on n'a pas stabilisé le déficit, on n'a pas stabilisé la dette non plus. Donc la règle de Maastricht, c'était aussi qu'on devait être en dessous de 60%. Et si on était au-dessus, on devait baisser. Vous voyez qu'il y a eu un petit effort au moment du passage à l'euro qui a été fait. Donc on est passé au-dessus et puis on a rebaissé en dessous de 58. Après, bon, les choses se sont quand même nettement dégradées, quoi. Comment est-ce que la situation en Europe? Donc la règle des 60%, elle existe toujours, mais elle devient de manière croissante assez théorique. C'est-à-dire que ça fait longtemps que la Commission européenne n'a même plus envisagé de mettre des amendes ou des contraintes particulières pour des pays juste sur la notion d'excès de dette. Avant la crise qu'on vient de connaître, on est rentré avec des dettes publiques qui étaient très différentes. L'Allemagne avait fait des efforts assez massifs depuis les années 2010 et donc avait ramené sa dette publique à 60 points de PIB, alors que l'Italie était plutôt à 160. Ah oui, 160. Ouais. Après, l'Italie est à 160 points de PIB de dette, mais en même temps, elle a un déficit public qui est nettement plus faible que celui de la France depuis longtemps. Donc sa dette était importante, mais n'augmentait pas, D'accord. contrairement à la nôtre qui était plus faible, mais qui augmentait rapidement. Est-ce que ça répond à la question? Céline? Oui, merci beaucoup.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour… est-ce que c'est possible aujourd'hui, ou même dans une situation pré-Covid, est-ce que revenir pour un pays comme la France dans la limite à peu près des 60 points de PIB, est-ce que c'est quelque chose qui est possible et à quel prix? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça le soit? Euh, alors, est-ce que c'est possible? Oui, l'Allemagne l'a fait. C'est-à-dire que l'Allemagne est passée d'un endettement qui était de l'ordre de 90% du PIB à peu près 60% du PIB. Donc, est-ce que factuellement c'est possible? Comment est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est très facile. Il faut dépenser moins ou lever plus d'impôts. Voilà, ça c'est l'égalité comptable qui est un peu tautologique. Et Après, l'Allemagne, là-dedans, elle a fait quoi? en gros, l'Allemagne, elle a arrêté d'investir dans ses routes et ses ponts. Elle a un peu construit des crèches, mais pas trop non plus. Elle a bénéficié de rentrées fiscales importantes parce que ces baby boomers avaient pas beaucoup d'enfants et puis étaient toujours en emploi. Et elle a eu beaucoup d'exportations à un niveau d'emploi très élevé. Ok. Voilà. En France, Alors, on peut regarder, j'ai les graphes des grandes masses des dépenses publiques et vous allez tout de suite comprendre le problème. alors, Euh, avant de repasser sur ces grandes masses, je suis désolée, ça passionne les foules, ces histoires de déficit et de dette. mm, mm. On a une question de Pierre qui demande jusqu'à quel niveau de pourcentage du budget les remboursements et les intérêts de la dette sont-ils tenables? C'est une excellente question. Quand j'étais payé par tes impôts, je disais le moins possible. Mais en fait, c'est une question qui est complexe. C'est-à-dire que la France n'a jamais payé, enfin, disons, ça fait depuis des dizaines d'années qu'elle n'avait pas payé aussi peu en taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt sont très bas, parce que la politique monétaire est très accommodante. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que toute la dette qu'on émet est émise à des taux moyens qui sont négatifs, pour des tas de raisons sur lesquelles on pourrait venir, mais c'est un peu technique. Donc ça veut dire que plus on s'endette, moins on dépense d'argent, ce qui n'est pas très intuitif. Euh, donc à court terme, il n'y a aucun problème. À court terme, on peut prendre des masses de dettes énormes. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si un jour les taux d'intérêt augmentent et qu'on n'a pas assaini l'équilibre dépenses-recettes? C'est-à-dire que si on est obligé de s'endetter pour soit renouveler la dette, soit juste pour assurer les dépenses de fonctionnement quand les taux d'intérêt sont élevés, ben, on se retrouve dans une situation de spirale négative où tu t'endettes de plus en plus pour couvrir tes intérêts de dette et là, ça peut aller très vite et faire très mal. Ok, merci beaucoup, très clair. Donc, tu voulais revenir sur les grands postes de recettes et de dépenses? Ouais, c'était pour finir sur la question de Ouais. Mathilde. En fait, le graphe des dépenses est le plus parlant. Euh, En gros, qu'est-ce que c'est que les administrations publiques? Donc, c'est le graphe de droite. C'est des prestations sociales qui sont servies par enfin, qui sont servies, c'est le terme administratif pour dire distribuées, qui sont servies par des personnels publics, qu'ils soient fonctionnaires ou agents publics. Si vous additionnez l'argent qui est versé aux entreprises et surtout aux individus en France, enfin aux citoyens, et les fonctionnaires qui les distribuent, vous arrivez à 80% des dépenses publiques. Euh, donc, le reste, enfin, je ne veux pas dire que c'est insignifiant, mais c'est marginal. Donc, c'est là où on arrive au problème de fond qui est que pour redresser la situation financière, ben, il faut probablement faire des efforts assez douloureux sur le système social français. Si on ne veut pas changer le niveau d'impôt, bien sûr. Le niveau d'impôt, il est à gauche, c'est les recettes. Et là, en gros, quelle est la structure des recettes? Ben, vous avez un gros tiers sur les cotisations sociales. Donc ça, en gros, ça aboutit à renchérir le coût du travail et donc ça augmente le chômage. Impôt sur production et importation, ben, voilà, ça frappe plutôt les entreprises et disons le système économique en France. Et impôt sur le revenu et le patrimoine, bah ça c'est votre IR, votre ISF, enfin votre IFI si vous avez la chance de le payer ou ce genre de choses. Ok.
Merci beaucoup. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on peut faire un budget vert dans tout ça? Alors, c'est une excellente question. Donc, comme vous l'avez vu, c'est pas la vocation initiale du budget de faire du vert, de faire de l'environnement. Mais le gouvernement a fait quelque chose qui, je trouve, est plutôt bien. C'est il a proposé un nouveau rapport dans lequel il évalue les qualités environnementales du budget de l'État. Et donc, en 2020, ça a devenu un rapport unique. Donc, quand on regarde ce rapport, c'est assez intéressant parce qu'on voit que déjà, sur la totalité des dépenses de l'État, donc là, qui, pour des autres raisons de périmètre, mais sont évaluées à peu près à 550 milliards, on se retrouve à de l'ordre de 60 milliards de dépenses qui sont considérées comme ayant un impact environnemental. Il y en a 38 milliards qui sont considérés comme étant positives, 10 milliards négatives et de l'ordre de 5 milliards qui sont mixtes, c'est-à-dire un peu positives, un peu négatives, on ne sait pas très bien. Ce que je trouve assez intéressant, on rentre dans un domaine qui est beaucoup plus subjectif parce que beaucoup plus récent et il n'y a pas le même, disons, corpus de recherche et de niveau d'attention sur cette typologie que ce qu'il y a sur la typologie budgétaire classique. Mais donc, ce que je trouve intéressant quand on creuse un peu ça, c'est si on regarde les dépenses vertes, par exemple, qu'est-ce que c'est? Bon, il y a les subventions aux énergies renouvelables, il y a un peu du plan de relance. Assez vite, on se retrouve avec des trucs qui sont assez dodgy, quoi. Il y a une partie d'aide pour le développement. Bon, ça, OK, on peut imaginer qu'aider, qu'il y a une dimension verte dans certains projets de développement hors de France. Il y a les taxes sur les agences de l'eau. OK. Et après, il y a quand même 20 milliards de autres. Donc, c'est en gros des micro-enveloppes qui sont réparties un peu de partout dans le fonctionnement de l'État. Bon, OK. Euh, je trouve que les choses se gâtent quand on regarde les dépenses à impact défavorable. Parce qu'en fait, euh, une grande partie est causée par les taux réduits de TICPE, c'est-à-dire la taxe sur les produits pétroliers. Euh, mais ça pose immédiatement une question. C'est, si on dit que l'impact défavorable, c'est d'avoir baissé les taux, ça signifie implicitement que si on avait le bon taux, on serait au bon niveau de taxation pour remplir nos objectifs environnementaux. Mais ça, je pense que ça doit être évident pour tout le monde que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas en augmentant de quelques centimes, voire même de quelques dizaines de centimes la TICPE, parce que c'est l'ordre de grandeur dont on parle, qu'on n'aurait plus de problème d'environnement en France. Enfin, si on se rappelle juste des ordres de grandeur une seconde, euh, j'avais fait une slide là-dessus. Boum. Voilà, l'empreinte carbone du français, c'est le graphe en haut à gauche. C'est 11 tonnes 2. Et le budget carbone dont on devrait disposer pour être compatible avec une trajectoire de 2 degrés, c'est entre 1,6 et 2,8 tonnes par personne. Donc, il faut réduire de 5 fois, pas d'un facteur 5, l'empreinte carbone d'un Français pour être voilà, compatible avec la trajectoire de 2 degrés, qui est déjà en tant que telle pas la meilleure trajectoire qu'on peut rêver, quoi. Donc, juste dire on augmente un peu les taux de TICPE et tout ira bien, c'est pas très satisfaisant. Donc, je trouve que ce rapport, même si en tant que tel, il pose enfin, il a le mérite de faire de la transparence, et ça, c'est toujours bien. Il pose quand même beaucoup de questions. Il y a des angles morts, c'est-à-dire, typiquement, le plan de relance n'est pas ou très peu évalué. On n'a pas évalué l'impact du soutien au secteur aérien ou au secteur automobile. Bon, c'est probablement très bien pour l'emploi, mais c'est probablement pas très bien pour l'environnement. On n'a pas intégré là-dedans les aides pour les collectivités locales, notamment pour toutes les dimensions d'artificialisation des sols en construction de routes, tout ce genre de choses. Il y a cette question du référentiel implicite que j'ouvrais, c'est-à-dire est-ce que le taux normal de TICPE, c'est la bonne référence qu'on veut? Qu'est-ce qu'on fait pour toute l'empreinte carbone importée? Là, elle n'apparaît pas du tout dans les dépenses de l'État.
alors que ça représente quasiment la moitié de l'empreinte carbone d'un Français. Ça, c'est la question du prix du carbone. Et, euh, et puis une question peut-être un peu plus techno, mais qui est la qualité des outils. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a un peu d'incitation verte en dépenses, OK, et qu'en recette, on a des pouillèmes de défavorables. Mais est-ce que c'est vraiment le bon outil? Enfin, je reprends le sujet du carbone. Si on décidait de taxer les importations hors Europe qui arrivent en Europe pour leur impact environnemental, on lèverait des ressources massives. Comment est-ce que ça se représente dans ce graphique? Est-ce que c'est défavorable? Est-ce que c'est favorable? Quelle est la bonne référence, etc. Bon, voilà un peu le genre de questions que ce document ouvre. On est clairement au début du travail, je pense. Mais là, donc les dépenses à impact environnemental, si on fait l'addition rapide, on est grosso modo à 50 milliards sur un budget qui, donc tu le disais tout à l'heure, est de l'ordre de 550 milliards, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc 10%. Ouais, mais en fait, on revient à ces deux graphiques qu'on avait vus. Ah oui. C'est-à-dire que l'État, en tant qu'acteur économique, euh, c'est des personnels qui transfèrent de l'argent à d'autres collectivités, enfin, d'autres autorités publiques en France et qui versent des prestations sociales. Donc C'est pas quand un on, acteur qui construit des choses, c'est pas un acteur qui opère de la production économique, etc. donc selon toi, quand on parle de budget vert, on ne peut pas aller au-delà de 10% du budget total. On, on peut y aller, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Enfin, des trucs classiques, mais qui sont importants, d'isolation des bâtiments, de baisse de la consommation énergétique, du fonctionnement de l'État. Mais la chose dont il faut avoir conscience, c'est que, en fait, la production de carbone euh, et de gaz à effet de serre en France, elle est d'abord le fait de l'activité économique, notamment industrielle et la consommation importée, et que pour ça, bah, l'État n'est pas en tant que tel l'acteur économique clé, quoi. Et du coup, ça se passe où le... Parce il y a la réglementation européenne qui peut jouer un rôle sur la régulation des entreprises, en fait, qui sont les acteurs qui ont de l'impact direct sur le carbone, par exemple. Mm. Mais comment ça se passe? Parce que est-ce que c'est forcément, du coup, une régulation européenne, par exemple, qui fera qu'au final, les choses s'accélèrent et bougent? Ou est-ce qu'il y a d'autres mécaniques, en fait, qui peuvent exister? Euh, Bah, c'est une question qui est complexe. Peut-être pour répondre un peu à ce point-là, c'est le graphique 2 là, que j'ai mis à droite de cette slide. Ça montre d'où viennent les empreintes carbone de la France. Ça s'est exprimé en tonnes de carbone, enfin, en tonnes équivalent carbone par secteur. En fait, les deux seuls trucs qui sont faits par les ménages en France, c'est le transport et le logement. Le transport, c'est la grosse barre orange en haut et le logement, c'est la barre un peu plus étroite en dessous. Donc, ça, on peut agir de toute façon, surtout, on peut agir soit par le prix, soit par la réglementation. Euh, c'est- Tout est possible. Il y a des choses qui sont plus faciles à faire par le prix, d'autres qui sont plus faciles à faire par la réglementation, mais voilà. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est le logement. Bon, on peut tous faire des choses avec de l'isolation, du chauffage, etc., comme j'en parlais. Pour le reste, il faut avoir conscience que en fait, ça vient du niveau de vie, au sens de la consommation de biens et services dans le pays. Alors, il y a une partie de gains technologiques qui vont nous permettre de baisser le contenu en carbone de ces différentes activités. Mais
mais ça va être très difficile d'arriver à zéro sur certaines activités, quoi. Et par exemple, sur le logement, il y avait des propositions, ou en tout cas dans le passé, il y a eu des propositions de réduction d'impôts sur l'isolation des bâtiments, l'isolation des fenêtres, l'isolation thermique, etc. Euh, donc ça se retrouve dans le tout premier graphique que tu nous as montré, ou l'un des premiers graphiques que tu nous as montré, dans les dégrèvements et je ne sais plus comment ça s'appelle, là, les Ouais, lois exactement, ouais. Pinel et tout ça. C'est ça. Et donc, est-ce que sur ces fameux 10% qui sont dédiés aux dépenses environnementales du budget, on peut aller gratter aussi sur ces dégrèvements, ou en fait, c'est pas les mêmes référentiels, donc ils sont de toute façon Si, compris dedans? tu peux tout à fait aller gratter, mais en fait, tu as un problème d'ordre de grandeur, D'accord. au sens où, enfin, tu vois, en gros, enfin, je vais dire les choses de manière un peu caricaturale, mais pas si éloignée de la réalité. Si on veut que vivre à Paris, en vivant à Paris, ton empreinte, elle soit pas la barre orange, mais qu'elle soit à zéro, en gros, il faut raser la ville et tout reconstruire. Parce que aucun des bâtiments, enfin, c'est la proportion des bâtiments qu'on a dans cette ville qui sont à peu près performants sur le plan environnemental est très faible. D'accord. Donc, tu te retrouves avec un problème financier. Enfin, c'est-à-dire reconstruire Paris, Mm. ça coûte assez cher, quoi. Et la troisième barre là, du graphique, c'est écrit service public. Y a quoi dedans? C'est une excellente question, je ne sais pas te répondre. D'accord. Il faudrait Ok. creuser le truc du CGDD qui fait ça. Je peux Ok. t'envoyer le rapport. Ok. C'est difficile, je ne sais pas te dire. Moi, j'avais une question aussi sur l'élaboration du budget, justement, sur le calendrier, comment ça se passe, qui fait quoi. Est-ce que c'est de sombres fonctionnaires à Bercy qui écrivent le budget dans leur coin jusqu'à 3 heures du matin et ensuite c'est envoyé à l'Assemblée nationale pour être voté par 3 députés? Ou comment ça se passe? C'est assez proche de ça, ouais. En gros, le calendrier dans l'année, aujourd'hui, il y a un peu toujours des débats budgétaires. Mais la mère de toutes les batailles, c'est la loi de finances initiale qui est toujours votée entre octobre et décembre de l'année qui précède l'année pour laquelle elle décide les crédits et les recettes. Mais bon, ça, les 3 mois que vous voyez à la fin, c'est uniquement la fin de la course, puisqu'en fait, il y a une procédure budgétaire qui est toute l'année, qui commence par, en février, des discussions entre les ministères et Bercy, c'est-à-dire la direction du budget, sur combien on veut dépenser, sur quel programme, etc. Ensuite, des discussions sur comment est-ce qu'on rabote tout le monde pour faire rentrer dans les purs dont on a besoin pour arriver un peu au solde qu'on envisage d'avoir. Et tout ça est transmis à l'Assemblée nationale pour être discuté à partir du premier mardi de novembre. À partir de là, il y a une course-poursuite qui s'engage où le Sénat, l'Assemblée nationale et le Sénat ont un total de 70 jours pour voter le budget, y compris un passage au Conseil constitutionnel. Donc là, en ce moment, c'est au ministère du Budget, chez Monsieur Dussault, que c'est en train de s'activer pour préparer les Non, séances à l'Assemblée nationale. non, là, ça a déjà été déposé puisque le premier D'accord, mardi d'octobre est passé. d'accord, Donc, les textes ont été déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. d'accord. Donc, ça a déclenché les 40 jours, c'est-à-dire la partie rouge de mon graphique en haut à droite, Hmm. pendant lesquels l'Assemblée nationale regarde le texte. À la fin de ça, l'Assemblée nationale doit voter le texte et le transférer au Sénat, qui lui n'a que 15 jours pour l'évaluer. Ensuite, 15 jours de commission mixte paritaire, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale se parlent pour trouver un accord sur les points qui leur conviennent. Et ensuite, le Conseil constitutionnel qui est quasiment toujours saisi. D'accord. Et donc, en tant que citoyen, comment est-ce qu'on peut agir sur ce budget? Euh, alors, il y a deux niveaux de réponse. Il y a un niveau d'influence et un niveau d'action.
Le niveau d'influence, il est assez facile. Il consiste à aider son député à faire son travail d'évaluation, puisqu'en fait, les députés ont très peu de moyens pour faire ce boulot. Et donc, si on a envie d'aider son député à juste intervenir sur des crédits, sur un programme donné, on peut probablement le faire. Ceci dit, le député lui-même a très peu de pouvoir, puisque aujourd'hui, sous la Ve République, le budget est probablement la loi qui est la plus à la main du gouvernement. Et donc, par exemple, un député, enfin, le Parlement ne peut pas proposer d'augmenter les dépenses sur un programme. Il faut qu'il trouve des gages en recettes. Enfin, il faut qu'il trouve des gages en dépenses par ailleurs. C'est-à-dire, si on veut augmenter les dépenses sur un programme donné, il faut qu'on les baisse sur un autre programme. Baisser les dépenses, ça fait toujours des adversaires au Parlement. Pour les recettes, pareil, il y a des tas de règles qui signifient qu'au final, c'est beaucoup le gouvernement qui prend sa décision. Donc, l'action est difficile. Donc en fait, c'est ce que tu dis, enfin la manière dont je l'interprète, c'est pas ce que tu as dit, mais c'est la manière dont je l'interprète, c'est que c'est quand même un process très structurant pour les Français, pour la vie quotidienne des Français, mais qui quelque part leur réchappe un peu. Ça, après, ça pose des questions de légitimité politique qui sont intéressantes, mais où c'est pas complètement illégitime de dire qu'une fois qu'on a choisi, en gros, une équipe gouvernementale euh, par la double onction de l'élection présidentielle et de l'élection législative qui la suit, bon, bah, on lui confie les clés du camion budgétaire pendant la durée pendant laquelle elle reste en place, quoi. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a choisi le gouvernement, on est un peu démuni. Surtout dans une période comme celle qu'on est en train de vivre actuellement. Ça, c'est vrai que, enfin, si ce que tu veux dire, c'est que un gouvernement peut décider très rapidement de balancer de l'argent par les fenêtres en rachetant des entreprises publiques qui devraient faire faillite sans aucun contrôle, ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Enfin, je peux souscrire à ce genre d'analyse. Et là, encore une fois, le recours des citoyens, c'est quoi? Zéro. C'est-à-dire juridiquement, tu ne peux pas, D'accord? puisque tu n'as même pas intérêt à agir au sens juridique du terme. Et matériellement, en fait, c'est extrêmement difficile puisque moi, j'ai vécu des lois de finances rectificatives, donc c'est-à-dire des textes qui vont modifier en cours d'année les décisions budgétaires qui ont été faites entre le jeudi soir et le lundi matin. Ouais, d'accord. Donc là, il faut vraiment être très, très efficace sur son temps libre pour pouvoir influencer la décision publique. Oh, mais au-delà du citoyen, moi, ce que j'entends aussi de ce que tu dis, Maxime, c'est que même les députés, donc le contre-pouvoir, aujourd'hui, et pieds et poings liés, ne peut strictement rien faire, soit par manque de temps, par manque d'outils, ou parce que de toute façon, quoi qu'ils demandent, ils vont soit se faire des adversaires, soit ça va être retoqué. Donc en fait, quel est le pouvoir de l'Assemblée sur cette loi? Je pense que dire strictement rien faire, c'est excessif. D'accord. La bonne formulation, c'est ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est-à-dire, s'il y a un accord politique fort au Parlement, ils peuvent prendre des décisions de dire, je prends un exemple bateau, mais en fait, la police nationale nous embête, on veut plus de gendarmes et moins de policiers. Ça, ils pourraient le faire. Et c'est typiquement le genre de choses qu'ils peuvent faire. Mais dans les faits, le Parlement ne se saisit pas beaucoup de ce pouvoir. Et ensuite, c'est vrai que le Parlement est assez démuni en termes d'outils et de niveau de compétences pour contrecarrer la puissance de Bercy sur le sujet. Il y a d'autres pays dans lesquels l'équilibre est un peu différent. Par exemple, aux États-Unis, le Congrès dispose d'un organe qu'on appelle l'OBR, Office for Budgetary, je ne sais plus trop quoi, qui assiste voilà, le Congrès dans l'évaluation de toutes les dépenses et recettes publiques, qui fait les éléments macroéconomiques, etc.
Aujourd'hui, l'organe similaire qui fait ça en France, bon, c'est un peu la Cour des comptes, donc voilà, sur lequel ne me lancez pas, s'il vous plaît. Et le deuxième organe, c'est le Haut Conseil des finances publiques qui dépend de la Cour des comptes. Donc, bon, voilà. Alors moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Pourquoi il ne faut pas te lancer sur la Cour des comptes? Ah, comment dire? Il y a un truc que j'ai retenu de mes cours d'économie, c'est la loi de Tinbergen. C'est-à-dire qu'un outil ne peut remplir qu'une mission, sinon il remplit mal les deux missions qu'on lui confie. Et aujourd'hui, la Cour des comptes, elle sert à la fois le gouvernement et le Parlement. C'est impossible de le faire bien. D'accord. Ça, c'est la manière très diplomatique de le dire. Mais peut-être pour finir là-dessus et de manière plus constructive, donc le Haut Conseil des finances publiques, il a été mis en place en 2013 et c'est un organe donc, qui dépend de la Cour des comptes qui est censé dire au moment où on présente la loi de finances si, les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent le budget sont à peu près réalistes, puisque là, pour le coup, le Parlement n'a aucun macroéconomiste qui est capable de dire si on a trafiqué les importations, les bénéfices d'entreprise, etc., et pour gonfler les recettes, quoi. C'est un truc qu'on faisait quand même massivement. Et deuxième point, de dire est-ce que l'équilibre dépenses-recettes est cohérent avec les engagements qu'a pris la France, soit en interne, soit vis-à-vis de l'Union européenne. On a fait le choix de placer cet organe auprès de la Cour des comptes plutôt qu'auprès du Parlement, par exemple. Et on a fait aussi le choix de se dire que cet organe est un organe léger, c'est-à-dire qu'il a quelques équivalents temps plein, et il s'appuie sur les expertises de l'administration de l'exécutif, plutôt que de le doter, plutôt que de faire un système inverse, par exemple, on aurait pu déplacer tous les fonctionnaires qui faisaient ce genre de boulot dans un organe qui était indépendant et qui aurait servi l'exécutif à la demande pour faire des évaluations. Donc, grosso modo, vas-y Mathilde. J'avais une question bête, évidemment. Vu que quelque part, tu nous as dit, tu me dis si je me trompe, mais finalement, là, comme les taux d'intérêt sont extrêmement bas, voire négatifs, c'est le moment de s'endetter. Enfin, creuser la dette, c'est pas trop un problème. Non, peut-être pas. Bon. Mais en tout cas, force est de constater qu'elle se creuse d'année en année. Ouais. Est-ce que c'est pas le moment d'investir fortement dans cette fichue transition écologique et sociale? Parce que même si le levier budgétaire est faible du côté de l'État, comme on l'a vu, d'abord, ce n'est pas forcément pour faire grossir la partie investissement ou autre, ça pourrait être aussi pour dire qu'on met, je sais pas, plus d'argent pour aller former les profs à ces sujets-là, tu vois, enfin, on pourrait aussi se dire qu'on sert à agir sur le corps des fonctionnaires français à tous les niveaux pour les former et les mettre en capacité de mener des projets après localement, tu vois, ou chacun dans leur métier. J'ai un peu de mal à comprendre qu'on se dise partout au niveau européen, il faudrait 1000 milliards pour la transition écologique et quelque part maintenant on est prêt, on ouvre les tiroirs caisses, on trouve 100 milliards. Est-ce qu'on ne peut pas trouver 100 milliards de plus qu'on donne qu'on attribue, qu'on alloue que à ces sujets-là? Tu vois, j'ai un peu de mal à me dire l'argent arrive là soudainement, mais on peut quand même pas trop le donner à la transition écologique et sociale. Anne-Charlotte, tu avais une question? Non, rien pour la question de Mathilde. Bah, moi, je pense que c'est une excellente question et je suis assez acquis à la manière dont tu présentes les choses. C'est-à-dire que est-ce que financièrement, on peut trouver les ressources pour faire beaucoup plus que ce qu'on fait si on décide de s'endetter massivement? La réponse, elle est oui, évidemment. C'est-à-dire, je veux dire, AXA cherche à investir de l'ordre de 35 à 40 milliards par an. C'est un assureur parmi des milliards dans le monde. Enfin, grosso modo, il y a un excès d'épargne dans le monde aujourd'hui qui cherche à s'investir. Si on veut le prendre, on peut le prendre.
On le fera à des taux qui seront ridiculement bas. Donc, et dans les faits, on décide de se saisir de cet excès d'épargne pour prendre des décisions que moi je trouve assez mal fondées, à la fois en termes économiques et environnementaux, typiquement, ce qu'on a fait avec Air France, quoi. On n'est pas capable de le faire politiquement sur les sujets environnementaux. Bon, ça tient. Ça tient plutôt à des incapacités administrativo-politiques qu'à une incapacité financière. Et c'est quoi le blocage administrativo-politique? Bah, il faut qu'on reprenne notre petit graphe là, mais en gros, chacun des secteurs qu'on a sur la partie droite du graphique présente des enjeux différents. Coquefaction et raffinage, bon, en gros, ça signifie que si on veut réduire ça massivement, il faut supprimer les moteurs thermiques en France. Donc, en gros, tu tues Peugeot, tu tues Renault, tu mets 150 000 personnes au chômage, tu détruis la valeur de toutes les voitures, toutes les chaudières au fioul de France et de Navarre. Tu vois. Industrie agroalimentaire, bon, bah là, c'est toutes les histoires de glyphosate, de néonicotinoïdes. Exactement, voilà. Hein? Exactement. Les transports, bah, on a déjà parlé. C'est en gros financer un réseau de bornes électriques en France, ça serait extrêmement pertinent. Enfin, je veux dire, on a une économie avec une énergie très décarbonée. Ça serait tout à fait, ça marcherait tout à fait. Mais bon, ça signifie détruire la valeur de toutes les automobiles thermiques en France, quoi. Le logement, il faut détruire et reconstruire des millions d'immeubles. Enfin, et tu descends comme ça, et à chaque fois, tu tapes des personnes qui ont investi de l'argent dans les actifs qu'on va déprécier brutalement si on se met à faire ce truc. Et ça, c'est des électeurs. Mais la question, elle est sur la temporalité. Parce que là, quelque part, on a l'impression que c'est A ou B du jour au lendemain. Ces transitions, elles sont forcément à penser sur le temps long. On n'est pas en train de dire qu'on déprécie demain la valeur d'un Renault ou d'un Peugeot. Est-ce que l'État n'a pas un rôle aussi d'accompagner ces grosses entreprises structurantes en France dans leur propre transition, dans la recherche et l'innovation? Bon, même si j'ai horreur du terme de croissance verte et que je n'y crois pas du tout, mais demain, on aura quand même toujours besoin de véhicules, peu importe la source d'énergie qui les alimente. En tout cas, on n'en est pas encore au stade où il n'y aura plus ça. Donc, pourquoi on ne pourrait pas se dire, plutôt que de penser aussi qu'en termes de valeur, il y a une valeur aussi demain à penser à un monde bas carbone. Elle sera différente, mais pourquoi l'État n'accompagne pas ça? Il y a une valeur assez forte, oui, parce que tu vois, le monde bas carbone qu'on a vécu jusque dans les années 1850, il y avait 1 milliard d'habitants. Là, on est 9, quoi. Donc, la valeur, c'est 8 milliards d'habitants. Oui, mais ça, quelque part, il faut être réaliste aussi. Hein. Ouais. Je pense que la réponse à ta question, elle est l'histoire de des gilets jaunes, en fait. C'est-à-dire, tu vois, les perspectives d'augmentation des taxes ont été très mal vécues. Enfin, je fais un pas en arrière. Si on dit, dans combien de temps est-ce qu'il faut qu'on dise qu'il ne faut plus qu'il y ait de véhicules thermiques en France? Bon, c'est un horizon de 10 à 15 ans. De toute façon, dans 10 à 15 ans, n'importe quelle voiture que tu achètes aujourd'hui ne vaut rien. Enfin, elle vaut quelques centaines d'euros, quoi. Donc, tu dis, OK, dans 15 ans, aucun véhicule thermique en France. D'accord. Donc, ça signifie qu'à partir de dans 1 ou 2 ans, plus personne n'achète de véhicules thermiques. Parce que sinon, tu vois, eux, ils commencent à prendre une paume beaucoup plus importante que ce qu'ils devraient. Donc, ça veut dire qu'en fait, dès aujourd'hui, tu n'as plus personne qui embauche dans les concessions automobiles. Et tu remontes comme ça. Et en fait, il n'y a pas de solution indolore. Donc, c'est pour ça que personne ne le fait. Parce qu'en fait, l'horizon de temps, il est désormais suffisamment court pour qu'on doive agir massivement.
Et quand il est trop long, en fait, on n'arrive pas à se tenir aux engagements qu'on prend. Et là, c'est l'histoire de la taxe, des gilets jaunes. Mais ça, ce calcul-là, par exemple sur l'automobile, enfin, sur les véhicules, l'entreprise doit être capable de le faire dans sa projection de croissance. Oui, C'est mais elle l'entreprise le qui doit fait si on lui met la contrainte. Si on lui dit, il n'y a pas de contrainte, l'entreprise, elle calcule tout aussi bien. Mais alors non, mais c'est là où je me pose la question, parce qu'à horizon 10-15 ans, le modèle, il est quand même sous contrainte. En fait, il est déjà beaucoup sous contrainte aujourd'hui. Mais Enfin, ouais. Enfin, grosso modo, ce que tu dis, c'est que l'État ne peut pas quand même grand-chose, en tout cas dans son budget, enfin, à hauteur de 10%, 50 milliards, c'est quand même pas rien. Mais ça reste 10% pour, entre guillemets, investir ou soutenir cette transition écologique. hein, après, je ne veux pas passer pour un dangereux extrémiste, mais à nouveau, si on regarde le graphique de gauche, c'est-à-dire les 11 et quelques tonnes qu'on Mm. dépense aujourd'hui et la cible de 1,6 à 2 tonnes. Voilà, on voit là-dessus que l'effort est énorme. Enfin, il faut qu'on baisse d'un facteur 5 nos dépenses, notre dépenses de carbone. Si l'effort est énorme, il faut que les mesures qu'on met en face soient du même acabit. Mhm. Ça, c'est pas impossible, mais c'est juste, il faut qu'on soit très déterminé, quoi, et qu'on sache que de toute façon, ça va faire mal. Ok. Ça, Donc, c'est, le meilleur, enfin, en tant que, je reviens un peu à la, comment dire, à la profession de foi quasiment, aux actes citoyens. Donc, la meilleure façon pour les citoyens d'agir, ça reste leur droit de vote. Si on parle du budget de l'État. je pense, en fait, je pense que c'est plutôt, enfin, si vous avez suivi attentivement toute la présentation que j'ai faite, vous êtes probablement dans le top 2% des gens qui comprennent les finances publiques en France. C'est déjà pas si mal. Ouais. Et ça, c'est un grave problème. Enfin, je veux dire, c'est super pour vous et je suis très bon. Moi, voilà, c'est une matière que j'aime beaucoup, mais on a un grave problème national au sens où les gens, enfin, nos concitoyens, en gros, paient des impôts, voient les entreprises payer des impôts, ils n'ont aucune idée de comment cet argent est utilisé, ils ne savent pas faire la différence entre ce que c'est qu'un stock de dette, que c'est un flux de déficit, etc. La sécurité sociale, les collectivités territoriales, l'État, c'est poche droite, poche gauche, tout est la même chose. Euh, et ça, c'est un grave problème parce qu'en fait, quand on dit l'État ne peut rien et qu'on pense à la sécurité sociale derrière, bon, c'est sûr que ça va pas marcher, quoi. Enfin, donc, le droit de vote est, comment dire, c'est la base, mais en fait, on a besoin de beaucoup d'évangélistes. On a besoin de gens qui sont des auditeurs exigeants et critiques du débat public et qui peuvent dire à leurs amis, à leurs copains, à leur famille, à leurs enfants. Non, là, on te dit, OK, l'État fait beaucoup, mais en fait, non, l'État ne fait rien. L'État, il file de l'argent aux collectivités territoriales qui l'utilisent comme elles le veulent. Enfin, oui, c'est ça que je veux dire. Il faut qu'on soit beaucoup plus critique, quoi. Parce que sinon, on se retrouve avec des trucs débiles du genre, voilà, enfin, je suis désolé, mais moi, ça me met hors de moi, quoi. On met 7 milliards et demi pour sauver Air France, une boîte qui en valait 1 milliard et demi et qui est là pour faire tourner des avions, quoi. Enfin, je veux dire, ça me rend. Enfin, s'il n'y avait pas Air France, les Français pourraient quand même prendre des avions. Enfin, ça me semble délirant, quoi. Bref. Donc, l'étape 1 pour toi, ça serait d'évangéliser les Français. Ouais. Voilà, donc que toutes les personnes autour de cette table ce soir deviennent évangélistes des finances publiques. C'est important. Là, on aura peut-être besoin de 2 ou 3 répétitions quand même, hein, parce que c'est un peu complexe.
Tu parlais tout à l'heure donc du fait que évidemment tous les systèmes sont différents dans les pays. Est-ce qu'il y a des bonnes choses à aller chercher du côté de nos amis scandinaves ou néo-zélandais, en tout cas dans des pays où a priori il y a une approche des sujets environnementaux qui est plus importante, où les citoyens sont plus impliqués. Est-ce que c'est des modèles qui sont... est-ce qu'il y a des trucs à aller choper chez eux ou pas? En fait, ça dépend si tu parles d'un point de vue finance publique ou d'un point de vue environnemental. Bon, tant qu'on y est, parlons des deux. Voilà. Alors, sur le plan environnemental, la bonne nouvelle, qui est en fait une très mauvaise nouvelle, c'est plutôt pas. Au sens où, malheureusement, la France fait quand même partie des tout meilleurs élèves à l'échelon international. Pourquoi? Parce qu'on a une production d'énergie qui est très largement décarbonée. Donc, ça signifie que la production interne est elle-même très peu génératrice de carbone. Les meilleurs élèves là-dedans, ça va être des pays comme la Suisse ou la Norvège, qui ont une économie qui est encore plus décarbonée que la nôtre, soit parce que, en gros, ils ont plein de montagnes, plein de rivières et peu de gens comme les Norvégiens, soit ils ont beaucoup de montagnes, beaucoup de rivières et quelques centrales nucléaires comme les Suisses. Et c'est les seuls pays qui ont, en gros, une énergie virtuellement entièrement décarbonée, quoi. Ensuite, sur la dimension des finances publiques, pour le coup, je pense que là, on est plutôt au fond de la classe, voire on est en train de viser la relégation en CFA2, quoi. Ça, c'est... Enfin, à nouveau, tous les pays ont leurs défauts, mais je pense qu'on est quand même arrivé en France là depuis. Enfin, c'est difficile de dire depuis quand, mais je pense que ça s'est quand même pas mal aggravé depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Un pays qui a l'impression de vivre en permanence dans un effort massif, comment on appelle ça déjà? Une austérité permanente, alors qu'en fait on est en déficit et que depuis 50 ans, pas 40 ans, un pays dans lequel on ne comprend plus rien, même quand on est un professionnel du truc, sur qui finance quoi, avec quel circuit de décision, enfin, pour quelle population, avec quelle légitimité, etc. Et tout ça pour créer une accumulation de pauvreté à venir qui est massive, quoi. Donc, je pense que là, il y a pas mal de choses à faire ouais, de, de l'extérieur. Ok, alors on a plusieurs questions là qui nous sont venues. La première, c'est de savoir si tu pourras mettre la présentation à disposition. La deuxième, c'est de savoir si, donc je me rends compte que mon mari est devenu un peu socialiste sur les bords, voire bolchevique, s'il faut nationaliser les entreprises dont la transition environnementale est critique. Et la dernière, pour savoir si l'AP-HP est financée par la partie sécurité sociale du budget que tu nous as montré tout à l'heure. Je commence par la dernière, c'est la plus facile. L'AP-HP est en très grande partie financée par la sécurité sociale. Donc, ça sera la partie tout à droite de mon graphe, là, dans les 49,6, 49,7. Mais l'AP-HP va aussi venir, voilà, faire certaines missions pour lesquelles elle reçoit des dotations de l'État. Bon, et ça devient un truc horriblement compliqué, de flux entre l'État et la Sécu. Enfin, il y a des pages entières de trucs horribles à lire. Mais grosso modo, la réponse, c'est oui. Pour la question de faut-il nationaliser les entreprises, dont la transition environnementale est critique. Écoute, là, je vais vraiment révéler mes préférences politiques, mais je pense théoriquement, oui. C'est-à-dire, théoriquement, l'État est probablement plus à même que des entreprises de prendre une vision longue parce que quand tu es actionnaire d'une boîte, tu as toujours plutôt intérêt à ce qu'elle reste dans le steady state actuel plutôt que de faire des investissements qui vont potentiellement être rentables à moyen long terme. Dans les faits, je veux dire, c'est pas uniquement parce que le ministre des Finances c'est Bruno Le Maire, mais je pense que c'est la pire chose à faire. C'est-à-dire, on est
On est juste nul, quoi. On sait juste pas gérer ces boîtes. Enfin, je veux dire, à nouveau, Air France était déjà très largement public avant de se casser la figure et de redevenir, enfin, d'être acheté par l'État. Donc, ça marche pas, quoi. Enfin, on ne sait pas faire. L'idée qui m'est venue récemment, qui relie peut-être mon côté schumpeterien avec mon côté écolo, ce qui n'est pas hyper facile à faire, mais voilà, c'est qu'en fait, on a besoin d'un peu plus de destruction créatrice, au sens où il faut peut-être plus parier sur des futurs Tesla français que essayer de transformer Renault et Peugeot. C'est un joli programme. C'est difficile à vendre, mais c'est un joli programme. C'est extrêmement difficile à vendre à Sochaux. Oui, C'est probablement encore plus difficile à vendre à Bercy. d'accord. Parce que sur Tesla, tu n'as aucun contrôle quand tu es l'État, alors que sur Renault et Peugeot, tu peux toujours placer des gens. C'est très clair. Mais est-ce que toi, tu sais si dans ces boîtes, il y a des boîtes, nous travaillons de manière non confidentielle avec les coqs en pâte, une grande agence d'événementiel qui met au point des jeux pour notamment des grosses boîtes qui sont en train de se dire « Ouh là là, 2050, on va être dans la merde quand on est un grand cimentier ou un acteur de la construction du bâtiment, quand d'ici 10 ans, il n'y aura plus de sable. » Donc, il y a des boîtes qui, par nature, par essence, ont de toute façon la guillotine qui est déjà en train de tomber, là, un peu au ralenti, mais ça s'accélère. Donc, elles sont en train quand même de penser une transformation complète de leur business. Transformation des métiers, transformation des chaînes de valeur, transformation des chaînes de production, transformation des services. Donc, il y en a qui le font parce que de toute façon, économiquement, ils n'auront peut-être pas le soutien de l'État, mais ils sont obligés de le faire. Des acteurs comme ça, dans lesquels en plus l'État est investi, est-ce qu'il n'y a pas de surcroît un devoir presque d'exemplarité de l'État, donc qui se prétend chapeau gauche, le chantre de la transition écologique et sociale, et de l'autre côté, d'une part, n'investit pas ou n'investit mal, et surtout ne fait rien pour les accompagner. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi faire des essais, un peu en mode pilote, même si c'est des multinationales, pour se dire, accompagnons et voyons ce que ça fait. Plutôt que peut-être dans le statu quo de, oulala, on va réinjecter de l'argent à court terme et puis on verra bien. Là, on sort vraiment de mon domaine de compétences parce que moi, je connais très mal le fonctionnement de ce genre d'industrie. Je n'ai jamais travaillé dedans. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais je pense que la manière dont tu décris les choses à nouveau me convainc plutôt, c'est-à-dire il y a un risque avec disons la manière dont on a tendance à voir les choses à Bercy, qui est assez centralisatrice, qui aime bien avoir un seul champion, qui aime bien des plans quinquennaux, etc., que le long terme, il reste toujours à long terme, quoi. Donc, c'est un peu tarte à la crème, mais oui, on n'a pas trop réussi à le faire dans les 15 dernières années, alors qu'on savait que le sujet était en train de venir. Je ne sais pas si on est beaucoup meilleur pour le faire dans les 15 prochaines. Ok. Et bon, on est d'accord, toi et moi, on est beaucoup dans cette grande conférence à partager le fait que donner 7 milliards et quelques à Air France comme ça, c'est probablement pas ce qu'on aurait fait nous, mais enfin bon. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à un moment donné, on évoquait des contreparties? Est-ce que l'argent public ne devrait pas être assorti maintenant de contreparties, d'engagement, mais avec audit, suivi réel, tu vois, de se dire, ok, on vous donne 7 milliards pour sauver les emplois, etc., mais il faut baisser les émissions de temps à tel horizon de temps. Ouais. Écoute, moi, je suis pas du tout représentatif du fonctionnaire moyen là-dessus et probablement pas représentatif du français moyen, mais je ne pense pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, créer des contreparties, c'est demander à des gens dont c'est pas le métier de contrôler des gens dont c'est le métier,
Euh, en- et en gros, qu'est-ce que tu aboutis à faire? Tu fixes probablement des objectifs qui sont pas très bons, probablement pas très réalistes, que les experts vont trafiquer. Enfin, moi, je le sais, je l'ai fait sur les finances publiques, donc tout le monde le fait sur son propre métier, hein. Euh, et à la fin, on n'est pas certain que ça marche, quoi. Donc, pour, je pense qu'on a besoin de. Enfin, moi, ma vision, c'est que il faut juste qu'on assume que l'État est là pour mettre en place les bonnes conditions pour que les acteurs économiques travaillent. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il doit être angélique et laisser tout faire, mais une fois qu'on a fait une règle, il faut appliquer la règle plutôt que d'être un peu comme le parent qui tient le stylo de l'enfant pour dire non, mais attends, là, tu es en dessous de la ligne, quoi. Ça, et après, il y a. Enfin, c'est là où on revient à la question, est-ce que c'est à Air France de baisser les émissions? Je ne sais pas. Moi, au fond, je m'en fous de savoir si c'est Air France ou si c'est Lufthansa ou si c'est SAS qui va acheter des avions à basse consommation. Et- Je ne sais pas si c'est clair comme réponse. Anne-Charlotte a l'air de dire que c'est beaucoup trop clair. Non, non, je pense que tu es parti un peu loin, mais quand tu dis c'est pas Air France de. Est-ce que c'est Air France de baisser les émissions? Tu as quoi derrière? Est-ce que c'est Air France versus Lufthansa? Ou est-ce que c'est à Air France de baisser la consommation versus Air France est là parce qu'il y a de la demande? Non, mais la Et donc, question, c'est aux consommateurs de les baisser, ces émissions. ben, ça, c'est une autre question. C'est que, Ouais. en fait, c'est ça le problème. C'est que c'est bien beau de baisser Air France, mais dans les faits, on sait qu'il faut moins prendre l'avion. Donc, la solution est peut-être juste de dire, OK, on taxe beaucoup plus le kérosène, enfin, on taxe le kérosène, et puis on voit ce qui reste. Et selon toi, pour l'État, il n'y a que deux instruments possibles qui sont la réglementation et la taxe. Bah, tu as aussi la dépense. Mais Oui, bon, la dépense, ouais. la dépense, elle a un petit problème. Enfin, aujourd'hui, quoi, qui est celui-là. C'est ça. Ça, c'est Ouais. le problème de la Mm, dépense. Enfin, mm, ou celui-ci, quoi. mm. Mais mm, fondamentalement, c'est oui, soit tu taxes, soit tu finances en faisant la dépense, soit tu réglementes. Après, le choix entre taxer et réglementer, il dépend de chaque secteur, de chaque activité. Il y a des trucs qui sont très faciles à taxer, d'autres qui le sont moins, des choses qui sont très faciles à réglementer, d'autres qui le sont moins. Ok. Euh, alors, la finance durable, Mathilde, qu'est-ce que tu as en tête derrière? Ouais, bah, disons, donc là, on a parlé finances publiques. Tu nous as dit, reprenons l'exemple de tout Ouais. à l'heure, AXA, comme d'autres assureurs ou fonds de pension, a des milliards d'épargne à placer chaque année. On entend, nous, en tant que citoyens, consommateurs, qu'il se passe des choses. On entend beaucoup ce vocable de finance durable, d'investissement socialement responsable, etc. Que c'est une partie de la finance privée qui est en croissance. Est-ce que tu peux nous parler de ça est-ce que tu peux nous partager ce que c'est, pareil, à quoi ça sert, est-ce que ça peut nous aider? On va du coup plus être côté public mais privé, ou ça fait partie, ou c'est hors sujet par rapport à la conférence de ce soir? En fait, c'est pas hors sujet parce que il y a il y a la dette publique. C'est-à-dire que les flux financiers sont assez indifférents à la nature publique ou privée de l'acteur économique qui veut juste acheter des titres financiers, quoi. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que la finance verte? Pour dire les choses de manière aussi simple que possible, c'est des flux d'argent qui vont s'investir sur des activités
qui sont perçues comme étant plus vertueuses sur le plan environnemental que d'autres. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien que la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est plus environnemental que d'autres, quoi. Et donc ça ouvre la question de, dont on a beaucoup parlé, la taxonomie des activités en Europe, etc. Des activités qui sont intrinsèquement vertes, d'autres qui ne le sont intrinsèquement pas, des activités qui sont à la limite. Donc ça nécessite d'avoir une sorte de comptabilité verte, enfin au moins une compréhension des critères. Aujourd'hui, c'est une visibilité dont on ne dispose pas. Donc c'est difficile de savoir sur quoi les flux peuvent s'investir de manière pertinente. Et ensuite, la question que tout le monde se pose, mais qui à mon sens est la plus simple, c'est est-ce qu'on a l'argent pour faire ça? Et là, la réponse, elle est évidemment oui. C'est-à-dire que les flux d'argent disponibles dans le monde épargnés chaque année sont massifs. L'épargne des Français, c'est 2 fois le PIB français en ordre de grandeur. Donc, si on veut financer des transitions écologiques, oui, on peut le faire. Donc aujourd'hui, en tant que citoyen, ça a de l'impact. Effectivement, il faut que je transforme mes comportements, que je prenne moins l'avion, etc. Mais donc d'aller voir mon banquier et de lui dire, maintenant mon argent qui dort, enfin qui dort pas vraiment, mais qui est sur mes comptes, je veux qu'il soit placé dans des produits dits responsables, ça peut avoir de l'impact. Oui, complètement. Je pense que c'est un truc qui est de plus en plus important. La limite qu'on a aujourd'hui et qui est un sujet sur lequel il faut agir, c'est que on n'est pas tout à fait au clair sur ce qui est un produit responsable et ce qui ne l'est pas. Par exemple, moi, un des trucs qui me froisse beaucoup, c'est que ce qu'on appelle le livret de développement durable et social, en fait, tu as une fraction de l'argent déposé sur le LDDS qui est utilisé pour financer des choses qui sont vraiment environnementalement responsables. Enfin, quand je dis une fraction, j'ai en tête 5 ou 10%. Et le reste, il va où? Le reste, il va. Je pense que c'est un peu comme le livret A, il va beaucoup juste dans les organismes de logement social, il doit acheter de la dette publique, il fait ce genre de trucs. Et alors, aujourd'hui, il y a des obligations vertes qui naissent dans le privé, qui sont émises par des entreprises. Ouais. Est-ce qu'on pourrait imaginer justement que, je vais peut-être mélanger plusieurs concepts en même temps, mais l'idée, je ne vais pas repartir des obligations vertes. Est-ce que les investisseurs privés qui investissent dans les obligations étatiques, les obligations publiques, je ne sais plus comment on les appelle, aujourd'hui justement, ils regardent un peu la soutenabilité des finances publiques pour investir dedans? Est-ce que demain, on pourrait se dire qu'ils regardent la soutenabilité des finances publiques et le caractère vert de leur budget ou de leur politique ou le niveau carbone de leur économie? Est-ce qu'on pourrait dire qu'un bond français, c'est un bond ISR, par exemple? Oui, on peut. D'ailleurs, AXA le fait de plus en plus. Enfin, tu sais que dans le dernier rapport climat qui a été publié il y a quelques mois, on a utilisé un indicateur qui s'appelle le warming potential, dans lequel en fait on regarde la contribution du portefeuille d'AXA à l'effet de serre, à l'augmentation de la température. Donc, certains acteurs commencent à le faire. Mais à nouveau, moi, s'il y a un truc auquel je crois, c'est la loi de Tinbergen. Et certains investisseurs vont le faire parce qu'il y a une équation spécifique pour eux, voilà. Mais dans les faits, les investisseurs, c'est en grande partie les fonds de pension américains ou ce genre de choses, ou qui vont d'abord investir pour avoir un rendement important. Et
s'ils regardent la dimension environnementale, ça sera toujours du deuxième ordre. D'accord. En plus, ça c'est le premier niveau du problème. Et le deuxième niveau du problème, c'est que le budget français la France pourrait être un pays parfaitement vertueux, avec zéro émission de carbone. Ça n'empêcherait pas que si la Chine continue à brûler autant de charbon que ce qu'elle le fait, dans quelques années, Bordeaux sera sous les eaux. Certes. Est-ce que tu as quelque chose de positif à partager avec nous, peut-être pour conclure la soirée? Juste, non, mais moi j'ai une petite dernière question. Ouais, vas-y, Céline. Parce que je pense, enfin, ça m'intéresserait si c'est un domaine sur lequel tu peux t'exprimer ou pas, Maxime, mais par exemple, on parle d'entreprises qui sont, au final, ce sont des fonds de pension américains, par exemple, qui sont actionnaires, on va dire en majorité, mais du coup, quand on prend l'exemple d'un groupe comme Danone, qui est dans ce cas-là, mais qui devient une entreprise à mission, qui dit, je crois, ça nous coûte 2 milliards d'euros de prendre ce statut-là. Est-ce que, moi je connais pas bien comment dire, la posture légale de ce type d'entreprise, mais est-ce que ça c'est des choses qui paraissent micro, ou est-ce que toi tu as l'impression que c'est une trajectoire qui pourrait faire bouger les lignes si c'était adopté massivement, ou comment? Parce que ça fait un peu le lien entre le privé et une posture un peu plus... Ouais, c'est vrai. Alors, il y a une manière, comment dire, taquine de répondre à ça, qui est que je ne peux pas décemment taper sur un des rares PDG du CAC qui est grenoblois. Euh, le, la manière un peu moins taquine de le dire, c'est... Je pense que c'est naturel, au sens où il y a une partie croissante des consommateurs dans les pays occidentaux qui veulent acheter des produits qui ont une dimension de responsabilité environnementale. Et donc, l'entreprise qui voit son intérêt économique là-dedans va choisir de se positionner sur ce segment de marché plutôt que sur un autre. C'est un peu comme la même chose que quand Nike a choisi d'être très fort sur les côtes est et ouest en soutenant Kaepernick et en abandonnant the redneck country, quoi. C'est une décision économique qui est rationnelle. Mais donc c'est bien, moi ça me fait plaisir en tant que consommateur, etc. Je me dis que je suis vachement, disons, comment dire, j'allume la lampe de la liberté et de la raison, quoi. Mais dans les faits, il y a quand même beaucoup de gens qui vont pas s'y intéresser. Et donc, même s'il y a, pour tous les Danone du monde, il y aura encore des tas de gens qui feront des trucs pas bien. Okay. Et en tu fait, crois sincèrement que le statut d'entreprise à mission, c'est un vrai truc? Non, ça, je pense que c'est complètement différent. Enfin, non, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a créé ce statut en particulier? Ça fait quoi? Ils ont quelles obligations particulières à remplir, bon, mis ils à doivent part, faire un rapport supplémentaire. Ouais, bah voilà, donc globalement, ça change pas grand-chose, quoi. Non, ça change pas grand-chose. Et d'ailleurs, l'ami, le président de Danone, là, le DG de Danone, il avait fait son coming out environnemental avant que le statut d'entreprise à mission n'existe. C'est pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce qu'en France, à tout moment, on se dit qu'il faut que voilà, il y ait une loi pour encadrer les trucs. En effet, c'est pas très utile. Enfin, et ça reboucle un peu avec les derniers commentaires de Mathilde. Enfin, je sais pas si ça reboucle vraiment, mais je commence à être fatiguée, donc je fais peut-être des liens là où il y en a pas. Mais quand j'entends loi, je pense à administration, et quand je pense à administration, je pense à fonctionnaire. Et qui, Mathilde, se dit, si on peut pas agir sur le budget, alors peut-être qu'il faut agir sur les fonctionnaires. Elle a un prisme à travers, tu l'auras compris, le corps enseignant, en se demandant comment est-ce qu'on peut les influencer, les toucher, les former pour justement pouvoir enseigner à nos têtes blondes et moins blondes comment, les impacts du changement climatique, peut-être comment changer notre consommation. Moi, j'ai un prisme, on ne voudra pas, plutôt Bercy. ça arrive à des gens bien.
Ça arrive à des gens bien, je sais. Est-ce qu'il ne faut pas secouer un peu les fonctionnaires de Bercy? Est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte que les gens qui sortent au Trésor, en fait, finalement, ils sortent au ministère de l'Environnement? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un truc là? Hmm. C'est une question qui est très légitime et qui, je pense, parmi les débats qui sont très mal pris en France aujourd'hui, je pense que le débat de qu'est-ce qu'un bon fonctionnaire, qu'est-ce que doit être la bonne fonction publique, c'est un des points clés. Enfin, c'est-à-dire, mais ça va avec, c'est-à-dire, on comprend absolument pas les finances publiques, donc pourquoi est-ce qu'on comprendrait les gens qui, voilà, qui les gèrent et qui les incarnent, quoi. Euh, Moi, je sais pas ce qu'il faut faire pour former les profs. Je suis pas RH, voilà. Et pareil pour Bercy, j'ai un peu pratiqué, mais c'est un débat qui est plus large. Mais je pense que pour ça, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la fonction publique qu'on veut, pour quel État? Enfin, mais pour quel État au sens pour quel. Enfin, en gros, qu'est-ce que la puissance publique doit faire en France demain et qui sont les gens dont on a besoin pour le faire? C'est un... Plutôt que comment est-ce qu'on utilise des gens qu'on a aujourd'hui et comment on les transforme, quoi. Donc, grosso modo, il faut qu'on aille voir Amélie de Montchalin et qu'on lui dise faut... Tu as fait ton Pardon. petit travail sur la vision? C'est C'est ça. exactement, Non, mais mais voilà, tu vois, c'est ça. c'est ce travail-là, parce que on ne peut pas demander à des citoyens, comme tu dis, déjà, on ne comprend rien aux finances publiques, de penser la vision d'un État. Ça revient quand même à repenser un système, tu vois. Mm. Donc ça, tout le monde ne peut pas le faire. Est-ce que c'est doit être une vision extrinsèque à l'administration, on- interne à eux, mais les deux mêlés, mais c'est un projet de société. Comment est-ce qu'on fait pour démarrer ça, tu vois, Ah bah nous, ça, avec notre casquette d'asso, c'est je ce que sais vous pas, faites. ou... C'est ce que Ouais, vous bah avez alors là, fait toutes les deux, Maître Michel. on est 8, quoi, donc là, on va bien secouer le cocotier, là. Non, mais, non, mais tu l'as dit, en fait, c'est un projet de société. C'est un projet C'est, de société. si tu demandes à l'administration de changer les choses, elle va te dire, ah, mais en fait, là, il y a 8,4, on va plutôt mettre 8,6, on va tout changer, tu vois. Ouais, alors Enfin, ceux-là, il faudrait les envoyer faire un petit stage de permaculture, parce que là, franchement, il faut ouais, non, sortir des tableaux Excel, mais, tu vois. enfin, et, je veux dire, moi, j'ai jamais rencontré autant de gens aussi intelligents que ce que j'ai vu dans l'administration française. Euh, donc, c'est pas un problème d'intelligence des gens. C'est juste un problème de, comme tous les systèmes, au bout d'un moment, il fonctionne pour se servir lui-même, quoi. Donc, il faut que le changement, il vienne de l'extérieur. C'est tout. Ok, je te repose une question bête sur cette histoire de travail de vision, hein, parce que c'est pas du tout, c'est pas anodin ce que je dis là. Dans beaucoup de boîtes, il y a ce travail de penser une vision Mm, sur le devenir de mon entreprise, le rôle de mon entreprise dans mon marché, on mm, tire les mm, mm. tendances, on fait de la prospective. Est-ce que et on s'arrête sur une vision. L'entreprise à mission, globalement, ils sont censés avoir fait ce boulot-là. Et on atterrit sur les valeurs. Est-ce que ça, moi qui ne connais pas du tout l'administration, est-ce que c'est des choses qui se font dans le, Charlotte, dans le, dans le monde de l'administration publique? Pourquoi tu veux que Charlotte, je vienne est-ce que tu connais l'administration? Ouais, enfin, j'y ai fait qu'un an, hein. Sur 12 ans, c'est pas beaucoup. Mais mon point de vue, c'est que non. Et là, corrige-moi si je me trompe, parce que je vais peut-être dire des énormités, mais je pense que l'administration est avant tout là pour servir des gouvernements. Alors, tu peux avoir toutes ces théories de l'État profond qui veut absolument empêcher le gouvernement de tourner. Bon, peut-être, moi, ceux que j'ai rencontrés, ils étaient là pour servir leur ministre de quelque bord qu'il soit. Et c'est peut-être là un peu le problème, enfin, un peu le problème. C'est de la nature aussi de la démocratie, mais c'est-à-dire qu'en fait, le travail de vision qui est fait, c'est le pouvoir politique qui le fait. Il le fait à 5 ans. Et quand tu as un gouvernement qui peut changer plusieurs fois dans une mandature, bah, ça devient plus compliqué. Mm, Enfin, je sais pas, enfin, ouais. Maxime, ce que tu en penses, hein, mais Je partage complètement. Enfin, l'entreprise change. Pourquoi? C'est pas, tu vois, c'est pas le middle management de l'entreprise qui se réveille le matin en se disant, ah, il faut tout qu'on change. C'est à un moment, tu as une pression de l'actionnaire pour dire, si on change pas, on va se faire bouffer et donc la valeur de mes actions va être réduite à zéro. Enfin, et dans l'État, c'est un peu pareil.
on a tellement complexifié le système que globalement, la classe politique, terme que je veux descriptif et pas péjoratif, mais ne maîtrise vraiment plus très bien les choses par rapport à la technocratie. Et du coup, la technocratie fait de la technocratie, c'est-à-dire elle fait sa propre perpétuation. Tu as l'air déprimé, Mathilde. Oui, parce que ce qu'on aborde ce soir, c'est globalement le système s'auto-alimente, n'a aucune raison de changer. Et nous, à notre niveau citoyen, déjà, on n'a pas d'action, pas de levier, ça, on le savait déjà un peu, mais en tout cas, c'est epsilonesque et sur le temps qu'on a, ça ne sera pas suffisant. Donc, on retombe toujours sur, en gros, faites vos éco-gestes et c'est aux entreprises de changer. Je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que, je sais que ce que je vous présente, c'est une matière qui est aride. Je sais que je le présente de manière qui est en plus assez sombre. Malheureusement, je pense que c'est représentatif de la réalité dans laquelle on est. Mais vous faites quand même l'effort de vous y intéresser. Et ça, c'est vachement bien. Et je reviens sur mon point. Je pense que la France n'est pas en train de crever de la débilité de ses fonctionnaires. Elle est en train de crever de l'incompréhension de la part de ses citoyens de que fait sa puissance publique pour elle. Ok, alors je ressors deux choses. Je ressors que nous allons évangéliser, je t'ai dit, c'est un petit peu prématuré, mais il va falloir refaire des conférences, il va falloir toucher d'autres publics. Ouais. Donc, non, mais oui, j'espère que ton ça a l'air bébé de rien, n'arrive mais je pas pense tout de que c'est suite. comme ça qu'il faut reconstruire le truc. Ouais. Mais la nuit, tu sais, la nuit, Non, la nuit, c'est génial. C'est bien, c'est vachement bien. Donc ça, c'est le premier truc, c'est quelque part, il faudrait faire ce travail-là. Aussi, faut prendre le bâton de pèlerin et y aller sans relâche, quoi, partout où on peut. Et j'entends qu'il quelque part, il nous incombe, Anne-Charlotte et à cette association, de nous saisir de ce projet, d'essayer. J'avais envie de vous proposer qu'on fasse des ateliers. Donc, Elvire, si tu es toujours là, tu n'es pas décédée derrière ton masque, donc par manque d'oxygène. Non, je suis là, je suis là. Tu sais, tu m'as parlé des ateliers d'écriture. Ah, elle a remuté. Ouais. En tout cas, je me dis, sur un sujet, quelle société pour demain, quel rôle de l'État,